ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La grande ambition d'un investisseur serein à 1000%. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de voir grand, on va essayer de voir loin, on va être ambitieux ensemble et je vais vous partager quel serait finalement l'objectif final d'un investisseur qui veut être serein à 1000%. Quand je dis serein à 1000%, en fait, c'est pour vous faire comprendre que pour être serein à 1000%, il faut que dans tous les scénarios de risque qu'on peut envisager, on sache et on soit serein parce qu'on sait qu'on a tout prévu dans les différents cas qui peuvent se présenter dans notre vie. Parce que oui, il n'y a pas que l'immobilier dans la vie, surtout en termes d'investissement. Pour nous, l'immobilier, c'est vraiment un point de départ parce que vous allez bénéficier de l'effet de levier de la banque, vous allez utiliser l'argent de la banque pour commencer dans les investissements, mais une fois que vous aurez utilisé l'argent de la banque, vous allez également devoir investir votre propre argent et justement, nous, ce qu'on recommande, c'est de réussir à mettre le moins d'apport possible dans vos investissements immobiliers en France pour après pouvoir se diversifier. C'est ce qu'on va voir un petit peu dans cet épisode. Donc, quelle est l'ambition d'un investisseur serein à 1000%? C'est de savoir qu'il a tout mis en place pour que dans les différents scénarios de risque qu'il peut s'imaginer, il sait qu'il a tout prévu. Voilà, finalement, un investisseur serein à 1000%, c'est celui qui est ultra méga prévoyant, qui a tout prévu et du coup, il peut vraiment dormir sur ses deux oreilles parce qu'il sait qu'il n'y a pas finalement de peur qui peut l'atteindre étant donné que tout a été réfléchi. Et donc, entre guillemets, même s'il y a un problème économique dans le pays dans lequel il vit, il n'y a pas de souci, il a prévu, il a un passeport pour un autre pays, etc. On va voir ensemble finalement quel serait le rêve idéal de l'investisseur serein à 1000%. À la fin de l'épisode également, je vais vous partager, Cyril et moi, où est-ce qu'on se situe par rapport à tout ce chemin qu'il nous reste à parcourir. Parce que non, on n'est pas encore des investisseurs sereins à 1000%, on est sur le chemin et je vous raconterai où est-ce qu'on en est à la fin de cet épisode. Alors, comment est-ce qu'un investisseur serein fait pour réussir à devenir serein à 1000%? Il faut en effet avoir les scénarios de risque en tête. Les scénarios de risque, ça peut être par exemple déjà à titre personnel, un décès, une maladie, un divorce, la succession de ses enfants, vraiment tous les risques qu'on peut réfléchir à titre personnel qui peuvent nous arriver. Ensuite, il y a tout ce qui concerne le monde extérieur, économique de son pays. Ça peut être l'économie de son pays qui vacille, ou d'un point de vue politique, ou également d'un point de vue professionnel, et du coup il va devoir vivre uniquement de ses autres investissements. Donc tout ça en fait ce sont les scénarios qu'il doit avoir en tête. Également les guerres, enfin franchement c'est malheureux à dire, mais il faut quand même prévoir tous les scénarios qui peuvent se présenter. Et si vous voulez être serein à 1000%, et ben justement il faut que tout ce que vous avez mis en place vous protège de ces différents risques qui peuvent vous arriver. Alors oui, je sais, il y en a peut-être qui vont se réagir en disant « Oui, mais moi j'ai pas envie de penser au pire, et puis c'est peu probable, etc. » Mais ouais, mais en fait, mine de rien, les guerres qu'on entend aujourd'hui, les problèmes d'inflation, les problèmes économiques, les problèmes politiques, les partis radicaux qui montent, je suis désolée, mais pour moi, la seule façon de pas avoir trop peur, c'est de me dire que j'ai prévu des plans B. Alors moi, je sais, je suis assez rationnelle, du coup, j'ai besoin d'avoir cette réflexion en me disant « Ok, qu'est-ce que j'ai prévu au cas où, si jamais il y a telle chose ou telle chose qui arrive, est-ce que je suis totalement dépendante d'une situation ou au contraire, je ne le suis pas totalement et j'ai trouvé mes solutions à mettre en place ?» Alors, on va passer maintenant aux solutions. Comment est-ce que l'investisseur serein fait pour justement ne pas être sous l'emprise
de certaines choses extérieures dont il n'a pas le pouvoir. La clé, c'est un mot que vous avez certainement déjà entendu, c'est la diversification. Diversifier, c'est la base pour justement gérer un risque. Il y a 4 façons pour moi de diversifier et sur lesquelles il faut travailler. La première chose, c'est de se diversifier d'un point de vue géographique. Il ne faut pas mettre tous ses investissements dans un seul lieu. Il faut réussir à se diversifier au maximum d'un point de vue géographique et dans l'idéal sur plusieurs pays et sur plusieurs continents. De telle sorte à ce que si jamais il y a un continent dans lequel vous avez investi, il y a des gros soucis, et bien c'est pas grave, vous avez d'autres continents sur lesquels vous avez des investissements. Ok ? La deuxième façon de se diversifier, c'est de se diversifier au niveau des secteurs économiques dans lesquels vous avez investi. Alors, l'immobilier est un secteur, mais il y a d'autres secteurs dans lesquels vous pouvez investir. Parce qu'en effet, je veux dire, imaginez, il y a un virus et la population mondiale se met à baisser drastiquement, du coup, l'immobilier va forcément chuter un peu partout. Enfin, je fais un scénario un peu catastrophe en mode film de l'horreur, mais concrètement, vous avez vu que par les années qui viennent de s'écouler, c'est des scénarios qui ne sont pas impossibles. Donc, tout mettre dans l'immobilier n'est pas nécessairement la meilleure idée. Il faut aussi réussir à se diversifier sur d'autres secteurs pour justement se dire, voilà, peut-être sur les secteurs des médicaments ou des pharmacies ou des voilà. Ça peut également être sur des secteurs complètement différents, des entreprises, sur les secteurs du transport, sur les secteurs, je sais pas moi, je dis n'importe quel secteur, mais en gros l'idée c'est que plus vous allez avoir investi dans des secteurs différents, vous aurez cet espoir que même s'il y a un secteur qui s'écroule, il y a peu de chances que vous n'aurez pas mis toutes vos billes dans un seul secteur. Et comme vous aurez mis des billes dans plusieurs secteurs, même s'il y en a un qui s'écroule, c'est pas dramatique, ok ? Parce que vous avez d'autres cordes à votre arc. La troisième façon de se diversifier, c'est de se diversifier au niveau des devises. Alors c'est un petit peu lié au niveau géographique, mais il faut quand même le prendre en compte parce qu'il y a des devises qui sont, on va dire, à travers les continents. Il faut réussir à avoir plusieurs devises dans son portefeuille d'investissement. D'avoir tout en euros, c'est pas prudent. Il faut réussir à avoir finalement des devises diversifiées également. Je dis devises tout simplement parce que, vous voyez, il y a également le franc suisse en Europe. Ça peut être sur un même continent, comme ça peut être également sur un autre continent. Voilà, il faut réussir à avoir ces devises diversifiées. Je pourrais même mettre en partie les crypto-monnaies, parce qu'elles se sont aussi des devises, même si ce sont des devises un peu différentes. Moi, je pense que c'est bien d'avoir un peu de tout, donc pourquoi pas également avoir des crypto-monnaies. Alors, vraiment, tout ce que je dis, c'est pas des conseils d'investissement, ça veut pas dire mettez tout dans les cryptos, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est diversifier vos devises. Ne pensez pas qu'avoir une seule devise, c'est sécuritaire. Au contraire, plus on diversifie, plus on lisse son risque et on ne met pas les œufs dans le même panier. Et la quatrième façon de se diversifier, c'est également d'avoir des matières premières. Alors moi j'aime bien cette idée d'avoir des matières premières parce que c'est de l'or, de l'argent, du platine, j'en sais rien, du pétrole, enfin je dis n'importe quoi, c'est pas des conseils d'investissement. Mais en gros, l'idée c'est non seulement d'avoir donc investi dans des secteurs économiques différents, sur des géographies différentes, sur des devises différentes, mais également sur des matières premières, parce que c'est pas vraiment un secteur économique, on peut appeler ça un secteur économique, mais voilà, comme ça vous avez vu un petit peu le panel de tout ce que vous pouvez acheter. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de comment est-ce qu'on fait pour se diversifier. Je n'ai pas abordé les 3 sujets suivants. Il y a la partie passeport, parce qu'en effet, c'est bien beau d'avoir de l'investissement partout, mais s'il y a un souci dans notre pays et qu'on veut déménager rapidement, si on n'a pas de passeport pour aller dans un autre pays, on va vite se retrouver bloqué. Donc je sais qu'il y a des investisseurs qui prévoient du coup d'avoir des passeports dans différents pays pour se sentir encore plus en sécurité, de savoir que quoi qu'il arrive, ils peuvent déménager. La deuxième chose dont j'ai pas parlé non plus, c'est tout ce qui concerne le décès de sa propre personne ou bien de son conjoint. Ça, c'est super important. Nous, je ne sais pas si vous savez, je l'avais déjà mentionné, avec Cyril, dans notre immobilier en France, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une assurance décès sur les prêts à 100%, de telle sorte à ce que si Cyril ou moi décède, l'ensemble est automatiquement remboursé
ce qui met en fait dans un état de sécurité financière beaucoup plus rassurant le conjoint survivant. Ça, ce sont des scénarios aussi qu'il faut réfléchir. Et la troisième chose également dont je n'ai pas trop parlé dans l'épisode, finalement j'en parle un petit peu là en vous le mentionnant rapidement, c'est tout ce qui concerne la succession, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour mes enfants si jamais, par exemple, notre couple ou moi, si je suis seule, décède. Qu'est-ce qui se passe? Comment mes enfants sont en sécurité? Qu'est-ce que j'ai mis en place pour eux pour que finalement eux soient également sereins à 1000%, même si leurs parents n'est plus là pour s'occuper d'eux. Je sais, ce sont des sujets qui ne font pas forcément plaisir à entendre, mais je trouve que c'est important parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des peurs, des anxiétés, des stress par rapport à la conjoncture actuelle. Alors soit on essaye de pas y penser, de pas en parler pour justement se préserver. Alors je vous avoue que c'est quelque chose que je fais aussi. Pour ma part, je passe pas mon temps à écouter l'actualité parce que je trouve que c'est trop anxiogène et ça n'apporte pas grand-chose de juste être finalement dans le bruit du monde qui fait peur. J'essaye de sélectionner mes actualités et mes informations de façon, disons, dirigée et pas de subir trop le flot du stress ambiant. Mais l'autre façon pour moi, c'est également de mettre en place des actions qui me rassurent parce que factuellement, elles sont rassurantes. Je sais que c'est un épisode qui a été un petit peu perché parce que vous allez dire « Oh là là, mais moi je suis loin de tout ça, je ne suis pas du tout encore à ce stade. » Oui, peut-être que quand vous m'écoutez, vous avez encore entre guillemets pas fait grand-chose. Le premier point, je recommande toujours de commencer par l'immobilier en France tout en gardant au maximum son cash pour qu'une fois que vous avez effectué votre achat immobilier en France, qui pour moi est la chose la plus accessible et la plus facile avec un effet de levier puissant, et bien après vous allez pouvoir attaquer d'autres types d'investissements avec le cash qui vous reste. Maintenant, je vais vous faire un rapide retour sur où on en est, Cyril et moi, par rapport à tout ce chemin qu'il nous reste à parcourir. Alors concrètement, Cyril et moi, nous, on a nos 3 immeubles en France qui sont tous sous emprunt. Ça, c'est notre premier pilier qu'on a développé grâce à notre capacité d'endettement. Ensuite, on est en train d'acquérir notre résidence principale. Alors moi, j'avoue que c'est plutôt un achat, qui n'est pas, entre guillemets, dans la fibre ultra rentable, même si on pense faire quand même une bonne affaire avec cette résidence principale. L'idée, c'est juste que ça nous rajoute une enveloppe d'emprunt. Comme il y a l'inflation qui monte, on pense que l'emprunt va tout doucement devenir de moins en moins important en termes de pouvoir d'achat, tout simplement parce que comme l'euro se dévalue, la mensualité qu'on va payer pour ce bien, on est content parce qu'elle va finalement baisser en valeur au fur et à mesure du temps grâce à cette inflation. Et en plus de ça, on a de nouveau mis une assurance décès forte dessus, ce qui fait que le conjoint survivant, bam, il aurait potentiellement la sécurité totale d'avoir un bien remboursé dans lequel il habite. Donc voilà, ça c'est aussi ça qu'on a mis en place. Donc du coup, en immobilier en France, on en a déjà beaucoup. Je considère qu'on en a suffisamment. En réalité, pour être honnête avec vous, on est à plus de 2 millions, 2,5 millions d'immobilier et encore, je sous-évalue, entre guillemets, nos possessions. Donc on a quand même beaucoup d'immobilier en France. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il nous restait du cash parce qu'on avait réussi à investir en essayant de mettre le moins d'apport possible. Et nous, ce qu'on a fait depuis début 2021, déjà on a investi en immobilier au Canada dans le fonds immobilier du meilleur ami de Cyril, qui a lancé son fonds, donc un petit fonds, je sais pas comment dire, je sais pas c'est quoi le terme, en gros il a créé une société immobilière dans laquelle il a fait investir sa famille et ses proches, et maintenant tout doucement il ouvre son capital à d'autres actionnaires, et en fait il achète des immeubles au Canada, au Québec, et en fait il les met en location. Il fait quelque chose que nous on comprend complètement, ça nous rassure à 100% comme on connaît très très bien la personne vu que c'est le meilleur ami de Cyril. Et grâce à lui, on a réussi donc à diversifier nos investissements déjà d'un point de vue continental. Et en plus de ça, indirectement, on a pris du dollar canadien et on n'a plus que des euros. Donc là, vraiment, plus que des euros, c'est-à-dire qu'on a arrêté d'avoir tout en euros. On a maintenant une partie de notre patrimoine qui est en dollars canadiens, étant donné que c'est géographiquement au Canada, en immobilier. Et maintenant, on va également, donc comme vous voyez, on est en train d'essayer de développer notre entreprise avec les investisseurs sereins. Ça, c'est un autre pilier, un autre secteur d'activité qu'on attaque parce que c'est de l'infoprenariat. Et on attaque également tout ce qui est devises et crypto-monnaies. On a fait quelques investissements dans les crypto-monnaies très récemment, comme en plus les crypto-monnaies sont assez basses. Je vous le dis à titre personnel, je ne vous dis pas du tout de le faire.
Je ne suis pas conseillère en investissement en crypto-monnaie. Je vous dis juste ce que nous, on a fait. On a acheté un petit peu de crypto-monnaie et on est également en train de réfléchir à tout doucement rentrer sur les matières premières et éventuellement investir en bourse, ce qui est quelque chose qu'aujourd'hui, on n'a pas encore fait. Donc voilà, je vous ai dit un peu de façon transparente où est-ce qu'on en est, nous, Cyril et moi. Et voilà, si ça vous intéresse, comme ça, vous savez. Et on chemine tout doucement, on met ça en place, ça met du temps. Parce que concrètement, notre parcours d'investisseur, nous, on l'a commencé en 2016 avec notre premier achat immobilier. Et vous voyez que c'est finalement un long parcours, un long chemin de réussir à se diversifier tout doucement et à atteindre, alors j'espère peut-être un jour, mais ce fameux état de l'investisseur serein à 1000%, même si pour l'instant, je ne peux pas dire qu'on est encore à ce stade, même si on est quand même déjà très serein et beaucoup plus serein que beaucoup de personnes qui n'ont pas encore commencé dans les investissements. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Il vous a peut-être un petit peu ouvert la vision de vers où vous voulez aller. Mais on commence petit pas par petit pas. Donc, on attaque d'abord l'immobilier en France pour bénéficier de l'effet de levier de la banque, emprunter de l'argent, parce que, comme vous l'avez vu, quand on a investi au Canada, quand on achète des cryptos, là, les banques, elles prêtent pas d'argent. Hein. Donc, utilisez l'argent de la banque pour investir en France et après, vous allez partir sur d'autres types d'investissements avec le cash qui vous reste. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.